À l'occasion de la journée de la femme, je me suis dit que ça pouvait être sympa de consacrer une vidéo pour les femmes qui ont marqué la littérature. Bonjour à tous et bienvenue chez nous. Je me suis amusée à faire quelques recherches et j'ai fouillé un peu partout. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de parler de femmes, mais pas seulement de la France, aussi d'autres pays du monde. On espère que cette vidéo vous fera plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si ce genre de vidéo sur des thématiques particulières autres que les bilans mensuels, des book hauls ou autres vous intéresse. Commençons d'abord par Kathryn Stockett. Kathryn Stockett est une romancière américaine qui est née en 1969 au Mississippi, aux États-Unis. Elle a fait des études littéraires, puis elle a travaillé dans le monde du marketing, pour ensuite, quelques années plus tard, travailler dans un magazine et après écrire des romans. La couleur des sentiments est son premier roman. Avant d'être publié en 2009, il a été refusé dans 45 maisons d'édition. En 2011, il a reçu le prix des lectrices du magazine Elle. Il a même été adapté au cinéma en 2011. Dans les années 1960, Eugenia Phelan, surnommée Skeeter, rentre le temps des vacances universitaires à Jackson dans le Mississippi, où ses parents sont propriétaires d'une plantation de coton. Ce retour lui fait alors ouvrir les yeux sur la ségrégation raciale qui subsiste dans cet état du sud des États-Unis. Bouleversée par le renvoi de Constantine, la gouvernante qui l'a élevée toute son enfance, la jeune femme décide d'écrire un livre où elle donne la parole à toutes les employées afro-américaines de son voisinage. Un projet qui va bouleverser le quotidien de Jackson et déclencher une série d'événements que Skeeter n'avait pas envisagés. Et pour la deuxième femme, partons en Angleterre. Romancière de la première partie du XXe siècle, c'est Virginia Woolf. Elle est née le 25 janvier 1882 à Londres. Elle est issue un peu d'un monde littéraire. Entourée d'un monde littéraire, de plein d'intellectuels, elle s'est battue, elle a œuvré pour la cause des femmes écrivains. Elle était auteure mais aussi éditrice. Elle a eu beaucoup de succès avec son écriture du flux de conscience. Donc en fait, c'est l'idée de passer d'une conscience à une autre, d'associer les pensées de plusieurs personnages dans la narration. Cette écriture si particulière a fait d'elle une figure féministe de la littérature moderniste du XXe siècle. Un peu comparable à James Joyce en Angleterre, mais aussi à Marcel Proust en France. Elle a connu beaucoup d'épreuves tragiques dans son enfance, ce qui va la fragiliser, et ça va aussi lui desservir par la suite en fait. Elle ne cessera jamais d'avoir des pensées suicidaires, tout au long de sa vie. Et le 28 mars 1941, à 59 ans, elle se donne la mort. Elle dira « Je ne veux pas être célèbre ni grande. Je veux aller de l'avant, ouvrir mon esprit et mes yeux, refuser d'être étiquetée et stéréotypée. Ce qui compte, c'est se libérer soi-même, découvrir ses propres dimensions et refuser les entraves. » Donc ce petit extrait provient de son livre Une chambre à soi. Et donc en fait, il révèle tous ses objectifs de vie. Devenir écrivain et éditrice, c'était un peu son projet de vie pour se sauver d'elle-même. Et aussi pour ne pas devenir folle à cause de la littérature. Parce qu'elle vivait ça un peu comme une souffrance parfois. Cet essai de l'écrivaine mêle un peu de l'ironie et du réel, et c'est vraiment un questionnement sur la place de la femme dans les années 1920 dans la société. Ce texte est considéré vraiment comme l'un des textes fondateurs du féminisme. Et Une chambre à soi, ça montre aussi un peu la difficulté pour une femme d'être écrivain à l'époque. Elle explique qu'il lui faut posséder de l'argent et une chambre à soi pour pouvoir être bien et écrire. Elle a été rééditée et publiée dans des dizaines de pays dans plusieurs langues différentes, et cet ouvrage figure dans les 100 livres du siècle, publié par Le Monde en 1999. Donc ce n'est pas rien. Voici un merveilleux petit pamphlet où Virginia Woolf s'interroge sur le fait qu'à travers l'histoire, tant de génies féminins ont été réduits au silence, voire condamnés à s'ignorer. S'il n'est pas facile pour un homme de devenir poète, savant ou philosophe, pour une femme durant des siècles ce fut impossible. Il manquait à celle qui était douée de quoi vivre du temps et une chambre à soi. Et maintenant on va partir au Nigeria avec le livre Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Elle est née au Nigeria en 1977 dans une famille un peu aussi littéraire d'intellectuels. Son père était prof à la fac et sa mère y travaillait également. Et c'est à 19 ans qu'elle quitte le Nigeria pour les États-Unis pour faire ses études. Elle va aller dans diverses universités, faire des études littéraires et autres. Et c'est en 2003 que sa carrière littéraire va vraiment prendre un envol. Et notamment avec le livre L'Hibiscus pourpre. Elle va sortir d'autres œuvres et c'est en 2013 qu'elle va sortir le livre Americana qui va avoir une grande ampleur, une grande renommée dans le monde entier. Il est même sélectionné comme l'un des 10 meilleurs romans du New York Times en 2013. En 2017, Cher Iyewale est un manuel d'éducation féministe qui va avoir une grande renommée aussi et qui parle vraiment de points sur le féminisme. Il sera traduit dans 20 pays. Elle a même été conviée 2 fois pour les remises des diplômes à l'université d'Harvard et elle a fait même un discours aussi là-bas, en 2018 et en 2019. Ifemelu, une jeune Nigérienne, laisse derrière elle son pays natal et Obinze, l'amour de sa vie, pour partir à la conquête des États-Unis. Mais très vite, la jeune femme se questionne. Comment rester elle-même alors qu'elle change de vie et de continent ? Comment intégrer l'idée qu'ici sa couleur de peau prend une importance qu'elle n'a jamais eue auparavant ? Americana soulève avec humour, douceur mais aussi sérieux
les questions de l'identité et de la discrimination dans une société américaine encore marquée par le racisme. Puis nous partons en Italie, avec un livre que nous avons dans notre palle, donc c'est La vie prodigieuse de Elena Ferrante, qui est déclinée en 4 tomes, il me semble. Elena Ferrante est née à Naples en 1943. C'est une romancière, nouvelliste et essayiste italienne. Alors, pour son vrai nom, nous ne le connaissons pas, nous connaissons que son nom de plume, parce qu'elle veut rester dans l'anonymat. Beaucoup de théories ont été élaborées sur son véritable nom. On sait juste que c'est une mère de famille, une femme, et que son œuvre est d'inspiration autobiographique. Alors, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent et on pense pour certains que ce serait Anita Raja, une traductrice. D'autres diront que c'est Domenico Starmine, un auteur italien qui apparemment a une plume qui est vraiment très similaire. Ses livres sont traduits dans plus de 40 pays et elle est très connue en Europe, notamment en France, en Italie et aussi en Amérique du Nord. Elle est citée dans le magazine Times comme l'une des personnes les plus influentes en 2016. Faut dire que c'est pas rien, hein. Si on parle de son style d'écriture, elle écrit beaucoup à la première personne du singulier, donc avec le je. Et elle souligne aussi une fausse forme de réalisme. Donc ça, c'est son truc à elle. Pour terminer, on peut dire aussi que beaucoup de ses œuvres, en tout cas au moins 2 de ses œuvres ont été reprises au cinéma. Premier des 4 volets de la saga éponyme, L'amie prodigieuse raconte l'amitié entre 2 jeunes italiennes dans les années 50 à Naples. Inspiré par sa propre vie, l'auteur relate l'enfance puis l'adolescence d'Elena et son lien si particulier avec Raffaella. Ensemble, elles font face aux choix qui accompagnent fatalement l'entrée dans l'âge adulte, les joies mais aussi les désillusions. Dans une Naples en plein boom économique, le roman traite aussi à travers les yeux des héroïnes des événements historiques qui ont marqué la ville à l'époque. Face au succès de la saga dont le premier tome est sorti en 2011, L'amie prodigieuse est adaptée en série depuis 2018. Donc on a déjà la saga des amies prodigieuses et La vie mensongère des adultes. Peut-être que vous les avez vus. Revenons en France avec une autrice dont vous avez peut-être entendu parler ou en tout cas lu même des bouquins. Il s'agit de Annie Ernaux qui a même gagné le prix Nobel de la littérature en 2022. Alors elle est née en 1940 en Normandie, donc elle est plus toute jeune, hein. Donc ses parents tenaient un café, épicerie, puis elle a été dans une école catholique et en fait elle a subi beaucoup de moqueries de la part de ses camarades parce qu'elle n'était pas issue du même milieu, elle n'était pas d'un milieu aisé. Donc ça l'a fortement touchée. Et à 18 ans, elle part faire ses premières vacances ensemble, donc elle va travailler dans une colo, elle va connaître ses premiers ébats sexuels et la vie un peu autour d'elle en collectivité. Elle va aussi devenir institutrice, elle va enseigner aussi dans l'enseignement secondaire, et c'est en 1974 qu'elle va sortir son premier roman, Les Armoires vides. Puis en 2022, elle va gagner le prix Nobel, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc elle est l'une des 16e personnes françaises qui ont eu le prix de littérature. Mais c'est la première femme. Alors l'écrivaine de 82 ans a été vraiment félicitée pour le courage et l'acuité clinique avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle. Donc ça, c'est une citation. Et ces ouvrages au prisme social et féministe ont vraiment atteint beaucoup de générations de femmes. Elle explore aussi beaucoup sa mémoire personnelle dans ses bouquins. Donc vraiment, ses œuvres sont très inspirées de sa vie, donc un peu autobiographique. Et si on doit parler de son style d'écriture, alors on dirait que c'est un peu factuel, distant, froid. Il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas de figure de style très élaborée. Et ce sont vraiment beaucoup de faits racontés à la 3e personne du singulier. Ici. D'ailleurs, ce style lui vaut un prix Renaudot en 1984, avec le roman La Place. C'est un peu un roman où on va parler des fragments de la vie avec son père, c'était pas forcément facile toujours. Donc c'est vraiment une écrivaine du réel en fait, et puis il y a vraiment un côté à caractère sociologique dans ce qu'elle raconte. Elle s'est toujours sentie un petit peu illégitime dans le monde littéraire, et pourtant ses œuvres vont même parcourir les écrans et devenir des films. Vraiment, le prix Nobel a été quelque chose pour elle qui l'a fait reconnaître comme une femme de lettres et comme une figure un peu incontestable dans ce monde de littérature. Et pourtant, elle se décrit juste comme une femme. Juste une femme. Une femme qui écrit. Annie Ernaux s'efforce ici de retrouver les différents visages et la vie de sa mère, morte le 7 avril 1986, au terme d'une maladie qui avait détruit sa mémoire et son intégrité intellectuelle et physique. Elle, si active, si ouverte au monde. Quête de l'existence d'une femme, ouvrière puis commerçante, anxieuse de tenir son rang et d'apprendre. Mise au jour aussi de l'évolution et de l'ambivalence des sentiments d'une fille pour sa mère. Amour, haine, tendresse, culpabilité et pour finir, attachement viscéral à la vieille femme diminuée. Je n'entendrai plus sa voix. J'ai perdu le dernier lien avec le monde dont je suis issue. Il faut savoir que plein d'autres femmes ont marqué la littérature de tout temps, mais je pouvais pas parler de tout le monde, donc j'ai dû vraiment faire un petit choix et essayer de prendre un peu par-ci par-là pour pas être juste centrée par exemple sur la France. Je trouvais ça sympa de pouvoir parler aussi d'autres pays. Et si vous voulez, je peux vous laisser quelques noms qui ont gagné des prix Nobel de littérature et qui viennent de plein de pays différents. Comme ça, si vous voulez faire quelques recherches,
vous aurez plein de noms. Selma Lagerlöf, suédoise, Grazia Delada, italienne, Sigrid Undset qui est norvégienne, Pearl S. Buck qui est américaine, Gabriela Mistral du Chili, et puis je vous mettrai d'autres noms aussi en description de la vidéo. Connaissez-vous certaines femmes que nous avons citées? Avez-vous lu l'une de ces œuvres? Dites-le nous dans les commentaires et dites-nous aussi si vous avez des noms de femmes qui ont marqué la littérature et que nous n'avons pas énumérés ici. Il y en a tellement en même temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que avoir fait le tour de quelques pays pour vous montrer un peu des femmes qui ont marqué la littérature vous a plu. Et si c'est le cas, vous pouvez nous le dire dans les commentaires, on serait vraiment heureuse de pouvoir lire ce que vous en pensez. On vous souhaite une très bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine, à samedi, pour une nouvelle vidéo. C'était les mots d'or, à très bientôt.